Donc, pour la dernière présentation de la journée, nous allons revenir sur le thème de l'environnement et des changements climatiques. On a la chance d'avoir M. Claude Villeneuve avec nous aujourd'hui. M. Villeneuve est biologiste depuis plus de 45 ans. Il partage sa carrière entre l'enseignement supérieur, la recherche et les travaux de terrain en sciences de l'environnement. Il est actuellement professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'UQAC et il dirige la chaire en éco-conseil et l'infrastructure de recherche Carbone Montréal. Il a publié 13 livres, dont 5 sur les changements climatiques. C'était donc la personne tout indiquée pour venir nous présenter les tendances lourdes sur l'évolution du climat à l'horizon 2050. Accueillons M. Claude Villeneuve. Alors, merci beaucoup. Je vais vous permettre d'ajuster les micros. On n'a pas tout à fait les mêmes tailles. Alors, aujourd'hui, pour terminer votre journée, je pense que mon devoir, ça va être de faire lever un petit peu l'hélicoptère pour vous expliquer pourquoi Stephen Guilbeault ne vous sauvera pas des changements climatiques. Alors, vous voyez déjà aussi que j'ai un certain historique dans le domaine du bleuet parce que j'ai écrit bluet comme ma grand-mère le prononçait. Manière de montrer une erreur. De le mettre à son... Alors, premièrement, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu comment ça marche pour bien comprendre le système climatique. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas de cours de physique, mais je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi est-ce que quand M. Lafont vous dit qu'il faut mettre les mesures d'adaptation en place tout de suite, c'est vrai. Parce que la tendance est lourde, les tendances sont lourdes et on y peut très peu de choses à l'échelle locale. Okay? Donc, en gros, il faut se souvenir que le climat, dans le fond, c'est différent de la météo. Le climat, c'est des unités de 30 années qui sont basées sur des moyennes de mesures météorologiques. Ces moyennes-là, si on dit, quand on parle de la normale à la radio, on vous dit on est au-dessus de la normale, on est en dessous de la normale, c'est cette normale-là, cette courbe statistique de 30 ans qui dit que cette année, par exemple, l'hiver jusqu'à maintenant, le mois de décembre, janvier, et même février, on est très au-dessus de la normale d'un hiver au Saguenay-Lac-Saint-Jean en termes de température. Naturellement, le climat, nous, on s'y adapte généralement en sacrant, mais les plantes, les animaux vivent dehors à l'année longue et ils doivent être adaptés aux conditions, aux variations habituelles du climat. Si vous changez le climat dans une zone donnée, la faune, la flore vont changer parce qu'ils doivent s'adapter pour survivre. Naturellement, tu as 3 choix. Hein? Ou tu t'adaptes en changeant ton comportement, ta physiologie, ou tu vas voir ailleurs si tu ne trouves pas une bonne température et une bonne précipitation pour tes besoins, ou tu passes au grand composteur. Alors, cela dit, pour les plantes, pour les animaux, c'est toujours comme ça. Puis l'agriculture, ça travaille dehors aussi, ça travaille avec des plantes, ça travaille avec des animaux. Dans le cas des bleuets, généralement, c'est surtout les plantes, mais il y a aussi les pollinisateurs qui sont des animaux qui ont des conditions d'opération. Puis il y a aussi les parasites, les insectes nuisibles qui sont des animaux, qui peuvent trouver que, tiens, tout d'un coup, c'est d'adon d'être ici plutôt que d'être à Saint-Hyacinthe. Alors, donc, dans les faits, les bleuets, les espèces de bleuets sauvages, elles sont cultivées actuellement dans le sud de leur aire de répartition. Comme le disait M. Lafont, peut-être que les changements climatiques vont nous permettre de trouver des nouvelles terres à cultiver plus au nord, mais il y a quand même des limites. Parce que si vous montez, il y en a beaucoup de bleuets au 148, là, montant sur le chemin de Beauwater, qu'on appelait dans le temps sur la Mistassini.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit si rentable que ça d'aller installer des cultures dans ces endroits-là. En plus, c'est sur des terres publiques, donc la quantité d'intervention que vous pouvez faire n'est pas nécessairement aussi facile que sur des terres privées, puis il n'y a très certainement pas de réglementation sur le traitement qu'on donne aux milieux humides dans ces coins-là. Alors, en gros, comment ça fonctionne, le climat? Bien, l'énergie, 99,97% de l'énergie qui provient sur la planète, qui arrive sur la planète, ça provient du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, ben ça, on n'y contrôle pas grand-chose. C'est une étoile. Puis, dans 5 milliards d'années, elle ne sera plus là. Probablement que nous autres non plus. Cela dit, la lumière qui nous parvient, c'est de l'énergie à haute intensité. Lorsque le rayonnement lumineux arrive sur la Terre, premièrement, il a été épuré du rayonnement ultraviolet par la couche d'ozone, heureusement. Mais quand il arrive à Terre, cette lumière-là, elle est absorbée par les surfaces colorées, dont les feuilles des plantes, le sol, l'asphalte. Les surfaces colorées l'absorbent et la transforment en chaleur. Ou encore, dans le cas des plantes, en retirent l'énergie pour fixer le CO2 qui va constituer la matière organique dont elles sont constituées. Donc, finalement, notre machine fonctionne à l'énergie solaire. Elle fonctionne à l'énergie solaire, puis elle retourne dans l'espace la majeure partie de l'énergie qui a été reçue. Heureusement, il existe une atmosphère qui est transparente à la lumière, mais qui n'est pas transparente à l'infrarouge. La chaleur, c'est des longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc, si on veut, la Terre est éclairée par en haut, mais chauffée par en bas. Donc, la source de chaleur, c'est le rayonnement infrarouge qui revient vers l'atmosphère et il est maintenu à une basse altitude par l'interaction entre les longueurs d'onde de l'infrarouge et les gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre-là sont des gaz qui sont naturellement présents, comme la vapeur d'eau, mais aussi le dioxyde de carbone, dont je parlais tout à l'heure comme étant la nourriture des plantes, puis d'autres gaz comme le méthane, comme le protoxyde d'azote. On a parlé de fertilisation tantôt, c'est un des enjeux de l'agriculture. On a aussi des gaz qui sont fabriqués par l'industrie. Par exemple, les perfluorocarbones qui viennent de l'électrolyse d'aluminium. Quand on fabrique de l'aluminium, on produit ces gaz-là, qui sont des gaz à effet de serre puissants, qui font que finalement, une aluminerie, ça produit beaucoup plus de CO2 que ça ne produit d'aluminium. On devrait appeler ça une CO2-erie, mais on ne rentrera pas dans ce débat-là. Alors, cela dit, l'atmosphère donc nous permet de conserver la chaleur qui vient de l'interaction du rayonnement lumineux avec les gaz à effet de serre qui sont dans les basses couches de l'atmosphère. Et c'est ce qui crée le climat, finalement. Et ce climat-là, on est capable de le modéliser en travaillant sur des logiciels complexes qui sont pilotés par les plus puissants ordinateurs et qui intègrent les interactions entre l'atmosphère, l'hydrosphère, donc la mer, la lithosphère, donc la partie solide des roches, et la biosphère, c'est-à-dire les plantes, les animaux, et les terres agricoles, naturellement. Cela dit, ces interactions-là sont nombreuses et le système qu'on a construit dans les ordinateurs, c'est un système qui représente une espèce de terre artificielle. L'intérêt, c'est qu'on peut, avec un ordinateur, simuler qu'est-ce qui va se passer dans le futur si on change un des paramètres ou plusieurs des paramètres. Par exemple, la couverture de glace, si elle est changée, qu'est-ce que ça va donner sur le climat global? Par exemple, si on change la composition de l'atmosphère, donc les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça va changer
au niveau de la température et de comment ça va se coupler, tous ces modèles-là. C'est des modèles qui sont globaux. Donc, on travaille avec des terres informatiques qu'on peut faire rouler avec différentes hypothèses. Puis, on a aussi des modèles régionaux, c'est-à-dire des modèles qui s'alimentent à partir des cellules des modèles globaux et qui nous donnent des degrés de précision beaucoup plus grands. Actuellement, les dernières versions des modèles nous donnent des degrés de précision qui sont de 625 hectares, 2,5 km par 2,5 km. Alors, la discussion que j'avais à table ce midi, vous pourriez avoir une tuile de modèle sur votre propriété. Alors, c'est quand même extraordinaire, mais ça demande une immense puissance de calcul. Alors, depuis 10 000 ans, le climat est extrêmement stable. Comment on fait pour savoir ça? Il y a 10 000 ans, les Égyptiens n'avaient pas encore pensé, n'avaient pas encore inventé la forme de la pyramide, là. Mais quand même, il y a 10 000 ans, il y avait des gens qui vivaient ici. Puis, il y a 10 000 ans, il y avait des gens qui vivaient partout, sur tous les continents. C'est intéressant parce que ces gens-là ont joui d'une stabilité relative du climat qui est arrivée après un réchauffement de l'ordre de 5 degrés Celsius entre moins 18 000 et moins 10 000. Donc, pendant cette période-là de changement, il y a eu d'énormes transformations qui se sont passées. Les glaciers qui étaient ici, qui avaient 2-3 km d'épaisseur, ont complètement fondu, ont transporté des sédiments sableux que vous retrouvez, des grandes rivières qui ont transporté des sédiments sableux sur lesquels vous installez vos bleuetières. Mais effectivement, depuis ce temps-là, les choses sont relativement stables. Et depuis 1980, on a eu une augmentation très importante de la température à l'échelle globale. En fait, si on regarde la variation qui s'est passée depuis 2000 ans sur le graphique, vous voyez la période qu'on appelle le petit âge glaciaire entre 1350 et 1850. Cette période-là, qui a immédiatement précédé la période de la colonisation du lac Saint-Jean, si on veut, cette période-là a connu très, très peu de variations et entre 1350 et 1850, il y a eu des séries d'éruptions volcaniques un peu partout qui ont changé le climat dans l'hémisphère nord en le faisant refroidir de l'ordre de 0,5 degrés. Je vous donne 0,5 degrés parce que depuis 1971, le climat dans la région là, a augmenté de 0,7 degrés. Alors, c'est des variations qui peuvent apparaître petites, mais si vous regardez comment ça transforme la température et le temps qu'on connaît ces années-ci, c'est juste une toute petite augmentation, 0,7 degrés annuel. Alors ici, c'est la température moyenne globale de la planète. Vous voyez que l'augmentation depuis 1980 est en pente extrêmement prononcée. Et par rapport à la période de référence 1950-1980, ben, vous avez une augmentation de plus de 0,5 degrés Celsius. Et au total, depuis 1850, vous avez une augmentation de plus de 1 degré Celsius. C'est à l'échelle globale. Les anomalies climatiques qu'on appelle, vous voyez que ce réchauffement qui suit le petit âge glaciaire a été vraiment très prononcé et qu'il n'y a pas de stabilité ou de baisse. On est constamment en augmentation depuis les années 80. L'énergie, ben, ça fait évaporer l'eau. Quand vous avez plus de chaleur, comme le disait M. Lafont tout à l'heure, vous allez avoir plus d'évaporation. Plus d'évaporation signifie plus de transport d'eau. J'ai mentionné que l'eau était un gaz à effet de serre, mais l'eau est aussi
un des éléments les plus importants de la machine climatique parce que l'eau transporte de l'énergie. Okay? Et un nuage, plus la température est chaude, plus vous pouvez mettre d'eau dans le même nuage. Ici, on a un tout petit nuage de 1 km par 1 km par 1 km, donc 1 km cube. Et vous voyez que si on passe de moins 20 à plus 30, vous allez me dire, c'est pas le même nuage, mais quand même, de moins 20 à plus 30, on peut mettre plus de 30 fois plus d'eau dans le même nuage, ce qui nous donne quand même une proportion. Il y a une relation directe entre la quantité de précipitation et la température. Et il y a une relation directe aussi entre l'évaporation et la quantité de température, ce qui fait qu'on se retrouve dans un système où on va passer d'un climat qui était alternativement sec et mouillé à un climat qui va alterner sécheresse et inondation. Alors, en gros, les raisons qui font que le climat change, c'est essentiellement attribuable à l'activité humaine. C'est attribuable à l'activité humaine parce qu'on a une population qui est en augmentation, on utilise de plus en plus d'énergie, ça prend de plus en plus de nourriture pour nourrir plus de monde, c'est du monde qui mange plus de viande, on a des produits industriels à courte durée de vie qu'on consomme allègrement, qu'on transporte sur des surfaces, généralement des distances qui sont très longues. Et donc, vous avez toutes sortes de sources de gaz à effet de serre qui augmentent à mesure qu'on se développe et à mesure qu'on augmente la population humaine. Alors, la principale cause du réchauffement climatique, c'est vraiment lié avec les carburants fossiles. Donc, les carburants fossiles et la fabrication de ciment nous donnent des émissions qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis 1990, malgré que les pays, dans la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ont promis qu'on n'augmenterait pas les émissions depuis 1990, ça a augmenté de 62 %. Donc, c'est pas la note de passage. Il aurait fallu que ça diminue de 62 %. Alors, donc, cela dit, cette augmentation-là, vous voyez qu'elle peut être influencée par des événements comme la chute de l'Empire soviétique ou encore la crise économique de 2008 et la dernière, la COVID, qui a fait une baisse de 5 %, mais qui a eu une durée extrêmement courte. En fait, en 2022, on s'attend à ce que les émissions dépassent 2019, donc le petit gain qu'on avait fait sur la COVID va être complètement effacé. Si je regarde la population humaine, dans la zone que vous voyez, c'est-à-dire entre maintenant et 2050, dans la meilleure des hypothèses, on va être capable de limiter la croissance des naissances dans les pays en voie de développement où la démographie est encore très abondante. On est passé 8 milliards d'habitants un peu plus tôt cette année et on va atteindre au mieux 8,3, au pire 9,5 milliards de personnes dans cette période-là. Donc, ça représente une augmentation quand même qui est de l'ordre de 10 à 12 %, plus l'augmentation de la richesse des gens. Ça fait que beaucoup de choses vont être en demande, en particulier la nourriture. Autre élément qui est fondamental, c'est que ces gens-là sont de moins en moins des ruraux. En 1950, dans mon temps, en 1950, quand mes parents se fréquentaient, il y avait 25 % de la population qui vivait en ville sur la planète. Aujourd'hui, on est rendu, déjà depuis 2008, on est dépassé le 50 % et les prévisions pour 2050 sont 75 % de la population qui va vivre dans les villes. Ça a une certaine importance parce que cette population-là
n'habite pas des grands territoires, mais son empreinte se fait sur de très, très grandes surfaces, puisqu'il faut tout importer vers les villes pour être capable de satisfaire les besoins des gens. D'ailleurs, l'OCDE a fait une analyse qui est assez intéressante et qui montre que malgré les engagements que les gens ont pris dans les conférences internationales depuis l'accord de Paris en 2015, il n'y a pratiquement pas moyen. Les émissions devraient doubler d'ici 2050. Alors, on est comme dans un drôle de dilemme actuellement. Si on regarde l'évolution du niveau trophique de l'humanité, ça c'est un gros terme. Ça veut dire combien est-ce qu'on mange de viande. Vous regardez les courbes, les pays développés sont en haut, les pays développés mangent plus de viande que les pays en voie de développement. Mais, bon, la courbe du milieu, ça, c'est la moyenne. Mais vous voyez que la courbe d'en bas, sur les pays en voie de développement, la Chine en particulier et l'Inde, qui sont quand même les 2 pays les plus peuplés de la planète, représentent presque la moitié de la population, 44% de la population mondiale, consomment de plus en plus de viande. Et si vous consommez de la viande, ça cause différents enjeux. Premièrement, vous avez besoin de terre pour être capable d'élever ces animaux-là. Il faut produire du grain, il faut produire des animaux. Les animaux, surtout les bovins, mais aussi les moutons, les chèvres, les dromadaires, produisent du méthane par leur digestion. Et la gestion des fumiers produit aussi du méthane. Puis les engrais azotés qu'on met sur les champs produisent du protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre importants. Donc, l'agriculture représente à peu près 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Puis, on n'arrêtera pas de manger parce que ça influence le climat. Donc, il va falloir qu'on fasse des modifications, mais dans les faits, la tendance à augmenter la consommation de viande et de produits transformés est aussi une tendance qui amène des impacts climatiques. Ici, vous voyez qu'on a travaillé très fort sur la réduction de l'intensité carbonique dans les dernières années et que ça n'a pas donné nécessairement grand-chose, même si on a diminué l'intensité donc économique. Pour chaque dollar du PIB, aujourd'hui, on produit 2 fois moins de gaz à effet de serre par dollar qu'en 1960, mais on produit 4 fois plus de gaz à effet de serre au total. Donc, même si on est 2 fois meilleur, si on était resté avec les technologies des années 60, on produirait 8 fois plus de gaz à effet de serre. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une augmentation soutenue depuis 1958 qu'on mesure à Mauna Loa l'évolution du CO2, ça c'en est un. On mesure tous les autres gaz à effet de serre aussi, mais le CO2 depuis 1958, donc ça nous donne quand même 65 années de mesures en continu. On se rend compte que ça n'a jamais cessé d'augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère et qu'on est aujourd'hui à peu près 40% plus élevé que ce qu'on était à l'âge pré-industriel. Alors, c'est la même chose pour tous les gaz à effet de serre. Ici, vous avez les gaz à effet de serre qui sont contrôlés par la Convention cadre sur les changements climatiques. Celui du CO2 qu'on a vu est à l'extrême gauche, mais dans tous les cas, des gaz à effet de serre qu'on devait réduire, depuis 1990, on les a augmentés. Dans certains cas, comme les perfluorocarbones dont je vous parlais tout à l'heure avec les alumineries, ça a augmenté de 270% parce que la Chine, dans cette période-là, a installé la moitié de la production d'aluminium chez elle. Donc, vous voyez que c'est des phénomènes qui sont... donc, nos politiciens n'ont pas eu beaucoup de succès
à réaliser leurs promesses à l'échelle globale. Le Canada, pas mieux que les autres. Le Canada, je pourrais vous raconter longtemps ce qu'il a fait, mais là, pour le dernier rapport, il dit on est chanceux. En 2020, on a baissé de 9,6 % nos émissions. Le ministère de l'Environnement du Québec s'est pété les bretelles ce printemps en disant nous avons dépassé notre objectif, on a baissé de 26 %. Dans le 9 % du Canada, il y a le 26 % du Québec. Mais l'Alberta a continué d'augmenter pareil parce que la production pétrolière n'a pas vraiment si baissé que ça. Donc, dans les faits, ces chiffres-là cachent beaucoup de choses, mais ce dont on se rend compte, c'est que le Canada, pour atteindre son objectif devant les Nations unies, devrait diminuer ses émissions à 440 millions de tonnes par année en 2030, alors qu'il est encore au-dessus de 700 millions de tonnes et qu'il n'a pas de mesures en place pour arriver efficacement. D'ailleurs, M. Guilbeault a accepté le projet Baie du Nord, qui va être une contribution significative à l'augmentation des gaz à effet de serre dans pas longtemps. Donc, si je vais voir à d'autres niveaux, un rapport qui est sorti l'automne dernier, il démontre que finalement, à l'heure actuelle, on est à peu près, si on applique les mesures que les pays ont promis, on devrait arriver à une baisse de 7 % des émissions en 2030, alors que dans les faits, il faudrait qu'on ait diminué de 43 % pour être sur la ligne pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Si on observe les sources entre 2016 et 2021, des carburants fossiles, la colonne de gauche, c'est le charbon. Vous voyez qu'il y a eu une baisse avec la pandémie assez importante, mais que ça a repris tout de suite après en 2021. Le pétrole n'a pas encore complètement repris, mais avec la reprise de l'aviation en 2021-2022, on s'attend à ce que, parce que là, tout le monde veut aller faire du tourisme, n'est-ce pas? Tout le monde veut aller dans le sud, y recommencer. Donc, tout ça va faire qu'il est peu probable que les émissions du pétrole vont avoir diminué de façon importante. Le gaz naturel n'a pas cessé d'augmenter, en aucune façon. La production de ciment non plus n'a pas cessé d'augmenter. Et le flaring, c'est-à-dire le torchage de gaz naturel sur des endroits comme Bakken, par exemple, où on fait de l'exploitation du pétrole au Dakota, vous avez des émissions qui continuent d'augmenter en fonction de l'extraction des pétroles non conventionnels. L'usage de l'énergie, parce que les gens vous disent on va mettre des éoliennes, on commence à en avoir au lac Saint-Jean, c'est le fun, mais l'ajout d'éoliennes, l'ajout de solaire, font qu'on n'a même pas au total, avec le nucléaire, l'hydro et l'énergie de type renouvelable, solaire, éolien, géothermie, on n'a même pas encore 25 % de la fourniture, donc tout le reste, c'est en carburant fossile. Probablement qu'avec les efforts qui sont consentis, on n'aura même pas encore atteint 25 % en 2030. Et si on n'a pas atteint 25 % en 2030, on va être loin d'avoir résolu le problème. On va avoir juste un peu diminué l'intensité énergétique de la croissance de la consommation d'énergie. Ça nous amène à dire, dans le rapport du GIEC, il y a 4 scénarios qui sont envisagés. Les scénarios sont des constructions qui disent comment l'avenir va se passer en fonction de l'évolution de la population, de l'évolution de l'économie, l'évolution de la politique, du commerce international, etc. Donc, le scénario le plus probable actuellement est un scénario qui nous amènerait avec une augmentation de l'ordre de 4 degrés Celsius, entre 3,5 et 4 degrés Celsius à l'échelle mondiale. Est-ce que vous vous rappelez combien il y a de différence entre moins 18 000 et moins 10 000? 5 degrés.
Ouais. Puis après ça, il y a 0,5 degrés entre 1350 et aujourd'hui et 1850. Okay? Donc, c'est d'énormes changements qui sont à prévoir. Okay? Et donc, le scénario dont vous parle M. Guilbeault, qui veut atteindre 1,5 degré, c'est le scénario complètement en bas. Ça veut dire qu'en 2050, il ne faudrait plus avoir aucune source d'émission nette de gaz à effet de serre. Fait que là, si vous allez voir dans les concessionnaires automobiles, on vous vend encore des voitures à essence, puis on espère qu'elles vont durer 10 ou 15 ans, bien, on s'approche légitimement de 2050. Et si on vend encore des voitures jusqu'en 2035, bien, les voitures de 2035 à essence vont encore produire des gaz à effet de serre en 2050. Donc, ce n'est pas évident qu'on va arriver à rattraper l'objectif de la carboneutralité en 2050. Et par la suite, il ne faut pas être juste carboneutre pour atteindre l'objectif. Il faut être carbonégatif. C'est-à-dire qu'il faut capter plus de CO2 que ce qu'on enlève, ce qu'on produit au niveau de l'atmosphère. Alors, un autre élément qui est important, c'est qu'on a une espèce de budget carbone. C'est pas compliqué. Si on veut atteindre 1,5, on ne peut pas émettre plus que tant de milliards de tonnes de CO2. Si on veut atteindre 1,7, on peut en émettre un peu plus. Si on veut atteindre 1,2, on peut en émettre un peu plus. Donc, on a un budget carbone. Ce budget-là, en fait, si on le regarde, il nous donne, dans le rapport du Carbon Budget, qui a été publié en décembre dernier, il nous donne 7 ans pour avoir fini notre budget si on veut atteindre 1,5. Donc, ça veut dire qu'en 2030, il ne faut plus qu'il y ait aucune nouvelle émission, ni par la suite, ce qui est très difficile à imaginer. Pour 1,7, ça nous donne plutôt 17 ans, puis 30 ans si on veut atteindre 2 degrés, avant d'arriver à une carboneutralité, j'entends. Alors, donc, dans les faits, le problème, il n'est pas uniquement lié à ce qu'on émet. Si on arrêtait tout de suite les émissions de gaz à effet de serre, on aurait quand même du réchauffement. Et la raison, c'est que la batterie thermique planétaire, c'est les océans. Et vous voyez dans cette courbe-là que les océans, depuis qu'on mesure la température des océans à différentes profondeurs, il y a une augmentation à toutes les profondeurs de l'énergie qui est contenue dans les océans. 90% de l'énergie thermique supplémentaire qui est causée par le réchauffement climatique s'accumule dans les océans. Et les océans sont la source de l'évaporation qui va amener des pluies sur les continents, sont aussi beaucoup, si ça a pris 100 ans à augmenter, ça va prendre 100 ans à se réduire, à revenir à la normale si on arrêtait les émissions tout de suite. Donc, l'augmentation dans les océans, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que ça soutient la tendance des anomalies climatiques que je vous ai montré tout à l'heure. Le système, d'ailleurs, va prendre des siècles, voire des millénaires, à se rééquilibrer. On a beau avoir arrêté d'augmenter les émissions, l'augmentation du niveau de la mer va continuer de se faire sur au moins 1000 ans. Et puis, bien, l'augmentation du niveau de la mer, vous avez vu à Chicoutimi, l'automne dernier, la rue Salaberry a été inondée. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu, sauf que je leur avais dit il y a à peu près 5 ans. Mais bon, disons que dans la politique de la ville de Chicoutimi, ce n'était pas prévu. Mais dans les faits, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est juste le début d'un phénomène auquel il va être difficile d'échapper. 2023, janvier, il y a eu une réunion de spécialistes à Hambourg. Et pour vous résumer ce qu'ils disent, c'est que à l'heure actuelle, il n'est pas plausible qu'on atteigne une grande décarbonisation d'ici 2050.
et il n'est pas plausible qu'on atteigne le 1,5 degré que M. Guilbeault se le tienne pour dit. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on se retrouve dans la zone de 2030 à 2050. On se retrouve dans une zone où on va très probablement suivre le scénario élevé de ce qu'on avait vu en termes de réchauffement. On sera donc dans une augmentation de température à l'échelle globale qui va très certainement dépasser le 1,5 avant 2030, puis peut-être atteindre 1,7 en 2050. Et le réchauffement, il ne se produit pas de façon égale partout. Si vous regardez les couleurs, l'intensité des couleurs, vous voyez que le nord-est de l'Amérique du Nord est une des zones avec c'est une des zones avec l'Arctique qui se réchauffe le plus vite pour des raisons qui seraient longues de vous expliquer, mais si vous voulez poser des questions là-dessus, je vais me faire un plaisir de vous détailler ça. Alors, dans la projection que vous a montrée M. Lafont, ça je disais, je vais avoir des données un petit peu plus récentes, ça a été basé sur des modèles climatiques canadiens, des projections qui ont été faites par Ouranos à peu près en 2017, avec donc les connaissances du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça nous montre qu'effectivement, on peut s'attendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean à une augmentation de 3,6 degrés avec les variations saisonnières qui vous ont été mentionnées. Dans les faits, ça voudrait dire qu'on va se retrouver avec Joliette à Jonquière. Okay? Bon, ça ne sera pas encore Saint-Hyacinthe à Normandin, mais c'est pas si éloigné. Par contre, depuis que la fiche agroclimat sur la production de bleuets et les changements climatiques a été produite, d'ailleurs un excellent document, mais depuis ce temps-là, il y a eu un rapport du GIEC et il y a eu des nouveaux calculs avec les modèles régionaux. Dans un dossier qu'on a fait avec l'UQAM, on a démontré que l'évolution des températures, ça va être pire que ce qui est prévu dans la fiche agriclimat. Puis significativement pire. Autrement dit, au lieu de se retrouver avec Joliette à Jonquière, on va plutôt se retrouver avec Gatineau à Jonquière. Donc, on parle d'une augmentation de température. Donc, depuis 1971, on a une augmentation de température à l'heure actuelle de 0,7 degrés dans la région, okay, dans la moyenne 91-2020 par rapport à la moyenne 71-2000. Et si on s'en va dans la moyenne 2041-2070, on va avoir une augmentation de 4,3 degrés, okay, qui est quand même quelque chose de significativement plus important, ce qui veut dire qu'on a des températures hivernales qui vont commencer à ressembler à des régions qu'on ne connaît pas. Et si on regarde bien ce qui va se passer dans la période concernée entre 2023 et 2050, ben, on va être dans une rapide augmentation des températures. Toujours tiré des mêmes calculs d'après les derniers rapports du GIEC et les modèles régionaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de chances que ça n'arrive pas. Parce que le pire, si je me trompe vraiment beaucoup, ça va arriver 10 ou 20 ans plus tard, parce que le scénario modéré, qui est celui vers lequel, si on fait tous les efforts, puis tout va bien, puis tout est bon, vers lequel on se dirige, ça va retarder l'augmentation de température de 10 à 30 ans. C'est le mieux qu'on peut avoir. Mais on va y arriver. Donc, on va y arriver très certainement pour les gens qui ont des enfants aujourd'hui qui sont à petite école, sont en maternelle, bien, ça va être de leur vivant. De leur vivant, et ça va être eux qui vont être les producteurs qui vont être obligés de vivre avec le nouveau climat. Donc, mieux vaut penser à s'y préparer tout de suite. Parce que ça va changer à tous les niveaux. Là, actuellement, la barre rouge nous montre là où on est rendu.
Puis, si on se tasse vers la droite, les impacts augmentent de plus en plus en intensité. Et oui, ça va être meilleur pour certains cas en termes de température, pour les degrés jour, des choses comme ça, mais ça ne sera pas nécessairement meilleur pour les sécheresses, ça ne sera pas nécessairement meilleur pour les problèmes de précipitation importantes, les événements climatiques qui se produisent un peu comme on a vécu cet hiver avec les grands vents, la tempête de neige autour de Noël. Il y a plein d'éléments qui étaient inhabituels, et ça va devenir beaucoup plus habituel. En fait, ce qu'on voit comme hiver cet hiver, ça devrait être l'hiver normal en 2030. Donc, les productions de bleuets sont vulnérables parce que la plante, si on veut, la plante peut arriver à s'adapter. Il n'y a pas de problème. Le bleuet pousse jusqu'au Minnesota. C'est une plante qui est très résistante, qui est très répandue. Mais si on parle j'ai passé une diapo. Excusez, j'ai pas passé une diapo. J'ai dit cette diapo-là tantôt. Voyons, j'ai pesé ces mauvais pitons. Hein? La vulnérabilité. Voilà. Alors, c'est pas la survie du bleuet sauvage qui va être en cause. C'est vraiment la prédictibilité de la récolte pour les producteurs, parce que vous allez devoir vous adapter à des nouvelles conditions, puis on ne peut pas continuer à faire comme on faisait quand le climat était plus frais. Les éléments sensibles pour le bleuet, M. Lafont vous en a parlé. On parle des gelées. C'est ça qui est amusant aussi. On dit que la probabilité de la gelée tardive va être 15 jours plus tôt, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas des gelées juste 10 jours, ou même des fois 4 jours plus tôt. Ce qui fait que on n'a pas changé de place, on est toujours situé à peu près au même kilométrage de la baie du Tson, puis ça ne changera pas. Fait que quand le jet stream n'est pas dans sa phase, quand il fait des poches, là, puis qu'il nous descend de l'air de l'Arctique, on est encore situé à la même place. On n'a pas changé de localisation parce qu'on a changé de climat. Donc, il y a des probabilités que ces gels puissent arriver encore. C'est vraiment plus à l'automne que les différences vont paraître. Encore une fois, cet automne, avec un mois de novembre extrêmement chaud, la gelée qui est arrivée au mois d'octobre, ça va être plus normal, ça. Puis l'hiver, naturellement, avec les pluies, là, comme il était dit. Les plantes donc, sont sensibles au drainage. Si vous avez des zones qui peuvent être inondées par des précipitations exceptionnelles, si vous avez des zones qui peuvent être mal couvertes de neige, puis qui sont dénudées, puis ensuite il y a un redoux, un froid, ces combinaisons-là sont toujours existantes et puis vont s'empirer. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que les prévisions d'agriclimat, celles dont M. Lafont vous a parlé, sont très, très réalistes, voire conservatrices. Ça peut quasiment juste être pire. Alors, en conclusion, c'est pas vraiment compliqué. Le climat régional va changer. Il va changer vite. Puis, il va falloir s'adapter à ça. Le risque est important qu'on se retrouve avec des changements des conditions d'opération. Donc, il faut les anticiper, il faut les prévoir. Il faut être partie de la solution. Pour être partie de la solution, il faut d'abord accepter que le phénomène existe, comprendre comment ça marche, puis être bien orienté avec des outils pour l'adaptation et l'adaptation des pratiques culturelles
les haies brise-vent et tout ce que M. Lafont vous disait, c'est le temps de les mettre en place maintenant, parce que si vous pensez que ça va se faire dans 20 ans, ça va être 20 ans trop tard. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps.